Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de la semaine au Parlement. Et comme chaque semaine, nous vous proposons un débat entre un député et un sénateur. Aujourd'hui, Éric Coquerel, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Et face à vous, Olivier Cadic, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat et sénateur centriste des Français établis hors de France. Et vous débattrez tous les deux de la crise du prix du carburant liée à la guerre au Moyen-Orient. Le gouvernement a-t-il bien géré la situation en optant pour des aides ciblées? Et que doit-il faire pour que les prix de l'essence baissent rapidement à la suite du cessez-le-feu en Iran? Dans ce contexte mondial tendu, l'exécutif a présenté cette semaine une hausse de 36 milliards d'euros du budget des armées d'ici à 2030. Des moyens supplémentaires qui visent notamment à augmenter notre stock de munitions. Et on commence avec la crise énergétique. Regardez ce sujet de Clément Guillonneau. Le gouvernement peut comprendre qu'il y ait 3 ou 4 jours de délai entre le début de ce cessez-le-feu et la répercussion à la pompe, autant qu'il est évident que les effets devront se voir à la pompe à partir de la fin du week-end, début de semaine prochaine. Des prix à la pompe en baisse avant la fin du week-end, c'est ce que réclamait Sébastien Lecornu devant les sénateurs mercredi. Il a également promis une fois de plus de nouvelles aides sectorielles, notamment pour les agriculteurs. Dans le même temps, le ministre de l'économie Roland Lescure était auditionné par la commission des finances du Sénat. Il s'est voulu rassurant sur les conséquences en France de la crise des prix du pétrole. On est entré dans cette crise, il faut le savoir, avec une croissance plutôt résiliente et une inflation particulièrement faible. Donc la France est affectée par cette crise, elle est mieux préparée et moins exposée. En 60 ans, nous avons réduit notre dépendance aux énergies fossiles de 90% à 60% du mix énergétique. Une politique volontariste fondée sur le nucléaire et plus récemment sur les énergies renouvelables. Interpellé à plusieurs reprises par les sénateurs sur une éventuelle taxation des super-profits des compagnies pétrolières et raffineries à l'avenir, Roland Lescure s'est montré très prudent. Donc la question se posera, et nous on va regarder ça de très près, sur le fait de savoir s'ils en ont gagné entre guillemets trop ou pas trop, compte tenu des circonstances. Mais n'oublions pas que l'enjeu majeur de souveraineté du côté de l'essence, il est lié au fait qu'effectivement on a des raffineries qui ont fermé partout en Europe, et que du coup, on importe plus notre produit raffiné qu'on l'importait auparavant, ce qui nous met effectivement dans les mains de l'international. Mais je dis ça pour une raison très simple, c'est qu'avant d'envisager de taxer les surprofits, il va falloir quand même avoir ça en tête. Pour le ministre de l'économie, la crise actuelle doit avant tout permettre d'accélérer la sortie des hydrocarbures par une intensification de l'électrification. Éric Coquerel, faut-il de nouvelles aides alors qu'un cessez-le-feu a été annoncé et que les prix devraient baisser dans les prochains jours? Non, il ne faut pas des aides, il faut bloquer les prix. Nous, on continue à le dire. Là, ça a été les annonces qui ont été faites par M. Trump sur le cessez-le-feu. La conséquence, c'est que là, aujourd'hui, on est quand même encore à 2,35 € le litre au niveau du gazole. Je vous rappelle qu'il coûtait 1,70 € au moment avant que la crise déclenche, donc c'est 65 centimes de plus. C'est des augmentations qui sont de 16 à 26% selon le carburant qu'on prend. En 90, quand on avait appliqué le blocage des prix lors de la première guerre du Golfe, c'était seulement plus 8%. Donc l'urgence, c'est de bloquer les prix et de bloquer les marges des raffineurs, c'est-à-dire très clairement Total, qui vient de faire 1 milliard de bénéfices en un mois parce qu'ils jouent avec du trading sur la crise, avec des spéculations. Et de façon à ce que c'est la seule solution, parce que tout le reste, sinon, c'est soit la collectivité qui paye, l'État, soit les consommateurs, et nous, on pense que ce n'est pas nécessaire. Le gouvernement dit que le blocage des prix, ça risque d'entraîner des pénuries et que ça coûte cher à l'État. C'est faux. D'abord, en 90, quand il y a eu le blocage des prix, il n'y a pas eu de pénurie. Bon, d'abord, pour simplement la raison, c'est que Total ne va pas abandonner un marché comme ça parce qu'à un moment donné, on va lui demander un effort. Mais en plus de ça, figurez-vous, on a fait une audition... D'ailleurs, Total avait bloqué ses prix pendant cette crise. Non, on avait bloqué les prix. Le gouvernement avait appliqué le code du commerce qui permet de bloquer les prix. Il avait bloqué les prix. Non, mais même pendant la crise actuelle... À 2 €. Mais ouais. là, et les stations Total étaient un peu vides. Laissez-moi terminer. On a fait une audition l'autre jour, vous savez, de la société qui est en plus... lié aux entreprises pétrolières qui gèrent les stocks stratégiques. Et figurez-vous, on a 130 jours d'autonomie des stocks stratégiques. Donc cette histoire de pénurie, elle ne tient pas la route. Olivier Cadic, est-ce qu'il faut forcer le secteur pétrolier à bloquer les prix, à baisser les prix, ou est-ce qu'il faut faire confiance au marché pour que les prix diminuent ?
Moi, je ne remonterai pas à 1990. Je vois qu'en Slovénie, c'est le modèle qu'ils ont adopté et qu'on a vu qu'il y avait une pénurie, justement, qui était constatée. Donc, effectivement, si vous bloquez le prix, n'oubliez pas qu'il faut aller acheter le pétrole. On va l'acheter sur les marchés. Le prix est à $100 le baril. Si vous considérez qu'il est trop cher, vous ne l'achetez pas, pas de problème, d'autres l'achèteront. Et il y a un moment, vous n'avez plus de pétrole. Donc, évidemment, il faut prendre en compte le fait qu'on est dans un environnement globalisé. C'est vrai que quand on est Premier ministre, c'est compliqué de dire, voilà, et je voudrais que le prix baisse, mais on est tous dépendants des prix du marché. Donc, il faut s'adapter au marché, apporter des solutions souples, dire qu'on va taxer les entreprises, ça serait l'année prochaine. Il faudra attendre la fin de l'année. Donc ce sera une analyse globale. Ça ne répond en rien à la problématique immédiate. Il faut effectivement se préoccuper des gens qui sont impactés, voire, effectivement, on a vu que si on avait une approche globale, ça nous coûtait très cher. Et là, on a eu l'expérience 2021-2022 qui nous a coûté quand même... La politique du chèque. Voilà, qui nous a coûté quand même 80 milliards d'euros. On n'est plus en capacité de faire des choses comme ça. Donc il faut avoir des mesures ciblées. Effectivement, il y a des gens qu'il faut aider à passer ce cap avec différentes mesures comme un accompagnement sur les charges sociales, un accompagnement ciblé. C'est le choix qui a été fait. Plutôt que de mettre une aide globale, de mettre des aides chirurgicales, parce qu'il faut prendre en compte le fait que nous sommes dans une situation budgétaire, je dirais, qui nous met dos au mur. Vous en parliez tout à l'heure, l'idée d'une taxe sur les super profits des entreprises pétrolières. Le Roland Lescure, le ministre de l'économie, s'est montré assez prudent. Est-ce qu'on peut vraiment les taxer, sachant que Total Energy réalise la majeure partie de ses profits à l'étranger ? Oui, mais je voudrais dire d'abord que la comparaison avec la Slovénie, ça ne tient pas. Voilà, on est la deuxième puissance économique en Europe. Pourquoi ça ne tient pas ? Parce que la Slovénie n'a par exemple pas une entreprise comme Total, qui est une des plus importantes entreprises pétrolières du monde, n'a pas l'équivalent de ce que nous avons en stock stratégique, je l'ai dit tout à l'heure. Donc si on tient ce que dit le gouvernement, c'est-à-dire si on est dans un moment où on peut espérer une décrue du fait du cessez-le-feu, on sait que c'est très fragile, mais admettons dans ces cas-là, donc on voit bien qu'on n'aurait pas besoin de tenir des semaines et des mois. Donc, en situation d'urgence, je le répète, pour les raisons d'ailleurs qui ont été expliquées, c'est-à-dire que ni les consommateurs n'ont les moyens quelque part de payer ce prix du carburant, tout simplement parce qu'ils vont moins consommer ailleurs. Ça va faire moins de rentrées de TVA, moins de rentrées fiscales, et donc ça va aggraver les déficits, et l'État n'a pas non plus les moyens de le faire. Donc il faut savoir qui paye. Et là, moi, ce que j'observe, c'est que Total, l'an dernier, a fait des bénéfices de près de 13 milliards, c'est la deuxième entreprise CAC 40. Je viens de leur dire, ils viennent de faire des bénéfices d'1 milliard là, sur la crise pétrolière. Mais comment on fait pour les taxer? Est-ce que la France peut les taxer? Bien, je vous dis, là je reviens sur ce que j'ai dit d'abord. D'abord, bloquons les prix et bloquons les marges. Ça va être une forme de taxe quelque part, puisque c'est sur les bénéfices de Total que va se faire ces taxes, et ils en ont largement fait. Sur la taxation des entreprises, ça c'est un autre sujet, c'est-à-dire au moment où nécessairement, à mon avis, le ministre Lescure annonce que le coût de la crise pourrait être de 4,8 milliards d'euros. Donc je pense qu'on va se diriger vers un projet de loi de finances rectificative. Je ne vois pas comment on va faire autrement. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir discuter. Certains vont nous dire qu'il faut baisser les dépenses. Discours habituel. Là, on va pouvoir mettre sur la table le fait d'augmenter les recettes, et notamment d'augmenter les recettes en allant chercher du côté de la taxation des super profits, parce que figurez-vous, quand il y a des crises comme ça, il y a des profiteurs de crise. On le constate à chaque fois. Et d'ailleurs, il y a 5 pays européens, Olivier Cadic, qui demandent une taxation sur les super profits des entreprises énergétiques. Il y a l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, l'Espagne, pas la France. Pourquoi seriez-vous défavorable à cette taxation ? Encore une fois, je crois qu'il faut dépasser le côté émotionnel. Si vous voulez taxer une fois pour aider à passer un cap, pourquoi pas? Mais si vous taxez en permanence, le risque aussi que vous prenez, c'est que l'entreprise s'adapte et donc éventuellement se déplace ou déplace la matière profitable. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est que nos entreprises fassent fuir les entreprises. Parce que, vous savez, je suis français de l'étranger. Et donc on a un modèle, c'est le Venezuela, un pays qui produisait du pétrole et qui à la fin, on en est à importer d'Iran, alors que c'était un des plus grands pays producteurs de pétrole. Donc à force, vous faites fuir les entreprises quand vous les taxez
de façon insupportable. Donc Total Energy pourrait quitter définitivement la France ? La question, c'est que Total, c'est une multinationale qui se développe à l'international, qui fait ses profits au niveau international, et effectivement, qui est une entreprise française, qui reste avec un esprit français, et qui est un outil d'ailleurs pour nous, pour appuyer, parce que quand Total se développe, elle entraîne avec elle d'autres entreprises. J'ai un exemple en Ouganda, par exemple, où le fait que Total arrive en Ouganda, ça a ouvert des marchés à de nombreuses entreprises françaises. On a même maintenant une chambre de commerce France-Ouganda. Donc, tout est lié. En réalité, vouloir diaboliser une entreprise en disant qu'elle fait des super profits, faut faire très attention avec ça. Je suis d'accord qu'on évalue. Il faut que ça ait du sens pour tout le monde. Mais il ne faut pas commencer à chercher tout de suite un responsable, quelqu'un qui serait celui qui porterait la responsabilité ou qui retirait tous les avantages. C'est pas sérieux. Total est interconnecté avec toute notre industrie, avec des tas d'entreprises françaises à l'étranger, au développement. Et donc, je dis toujours, faites très attention quand vous pensez qu'une entreprise peut être taxée indéfiniment, surtaxée, parce qu'au bout d'un moment, elle va s'adapter de toute façon. Et quand vous ferez le bilan, finalement, vous n'aurez pas un grand gain. Je rappelle qu'on parle d'une entreprise qui, en 2020, 2021, 2022, n'a pas payé d'impôt sur les sociétés en France. 0. Donc, le surtaxe, on a un peu de marge. Elle l'a fait parce qu'elle joue avec des prix de transfert en tant qu'entreprise multinationale, en faisant en sorte de déclarer des bénéfices dans des pays à fiscalité réduite. Voilà, c'est ça la situation. Donc, j'allais dire que la marge, si on regarde les bénéfices de Total et les dividendes, c'est-à-dire la part des bénéfices qui n'est même pas réinvestie dans l'emploi, dans l'investissement et autres, il y a largement du grain à moudre, à mon avis, pour faire en sorte que ce ne soit pas la collectivité qui paye le coût d'une crise qui, encore une fois, notamment est fait en lien avec le pétrole. Et pour l'instant, les entreprises dans le monde qui profitent de cette crise, pas que Total, mais Total en profite, ce sont les entreprises pétrolifères. Donc moi, je refuse que ce soit les Français, je refuse même que ce soit l'État français qui paye la note de cette crise qui a été déclenchée par cette guerre irresponsable et illégale, mais qui en plus bénéficie à des entreprises de manière évidente. Voilà, donc la solution, c'est de faire un procès à Total. Vous voyez, ça a l'air d'être facile. Si, non, ça c'est un mauvais argument. Moi, je diabolise pas. Je regarde, vous le dites vous-même, il y a besoin d'argent. Donc il faut aller voir où est l'argent. Et l'argent, de par justement à la fois une fiscalité réduite sur les multinationales qui a été de plus en plus développée depuis 2017, et puis la manière dont ces entreprises, à un moment donné, gèrent, par exemple, la spéculation. Vous savez que Total, le milliard qu'il a fait de bénéfices le mois dernier, c'est pas, il l'a fait sur des opérations de trading en Suisse qui ont été effectuées là-dessus. Donc moi, je regarde où est l'argent. Il faut, vous l'avez dit vous-même, il en faut. Je préfère que ce soit les poches de Total et des actionnaires de Total qui payent, dont les fonds américains qui sont à 30% propriétaires des actions de Total, plutôt que vous et moi et les Français en général. Olivier Cadic, comment on finance le coût de cette crise énergétique qui va coûter à l'État, aux finances publiques? Roland Lescure parle d'un coût de 4,8 milliards d'euros. Il faut financer ça par de nouvelles économies, de nouvelles restrictions de dépenses sur certaines missions budgétaires? Et il faut s'adapter en permanence. Ce n'est pas notre choix. Mais où est-ce qu'on coupe? Non, mais c'est, encore une fois, c'est un travail que l'on fait de façon collective, au niveau budgétaire, au niveau parlementaire. Ça veut dire qu'il faut s'adapter. On ne peut pas indéfiniment creuser le trou. Déjà, on est dans une situation, je dirais, qui est la pire en Europe. Donc, il y a un moment, il faut que les choses s'arrêtent. Il faut qu'on soit tous responsables, co-responsables. Il faut arrêter de dire c'est facile, vous faire payer les super riches, le super Total et ainsi de suite. Parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est trouver des solutions de façon collective. Effectivement, on a une crise. Les Français à l'étranger doivent bien s'adapter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le billet d'avion, il augmente. Parce que les compagnies aériennes augmentent leur prix de billets d'avion. Donc, nous-mêmes, on doit s'orienter, on doit faire des choix différents. Il faut s'adapter. Il faut, encore une fois, arrêter de dire que quand il y a une dépense nouvelle, il suffit d'aller chercher quelqu'un d'autre pour payer sa dépense à sa place. On est tous liés. Vous dites s'adapter, vous expliquez que vous estimez qu'il faut un projet de loi de finances rectificatif. Il va être inévitable. Inévitable? Je pense, oui.
Pourtant, Oui, parce que je dans pense- une assemblée sans majorité, Mais ça va être compliqué pour le c'est une autre gouvernement. question. Mais vous savez qu'il y a des obligations. Si c'est plus de 1% du Expliquez-nous. budget, on est obligé de passer en PLFR et à mon avis, on va le dépasser. On verra Si on bien. annule- On le saura le 21 avril, il y a un comité d'alerte. D'accord, si le gouvernement gèle plus d'1% des crédits du budget, c'est ça, il faut Oui. aller... Et moi, je suis pour un loi de finances rectificative parce que l'Assemblée peut à ce moment-là être souveraine sur la manière, justement, entre guillemets, de combler le trou. Parce qu'il y a deux manières. Il y a soit on baisse les dépenses. Je rappelle que les dépenses, depuis 2017, contrairement à ce qui est dit, les dépenses publiques n'ont pas augmenté, elles ont même légèrement baissé. Ce qui a beaucoup baissé, c'est les recettes, 100 milliards à peu près par an, et notamment de cadeaux fiscaux qui ont été faits aux ultra-riches, détenteurs de capital. Il y a une commission d'enquête en ce moment, vous le savez, à l'Assemblée, avec Charles de Courson, qui opère sur cette question, et également les très grosses entreprises comme Total, puisque en taux effectif d'imposition, aujourd'hui, les multinationales payent 14% d'impôts, quand les PME payent 22% d'impôts. Donc, il y a cette question qui ne va pas et qui coûte beaucoup d'argent à l'État depuis des années. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut, dans cette situation de crise, aller chercher de l'argent. Donc on comprend qu'il y aura un débat intense ici à l'Assemblée s'il y a un projet de loi de finances rectificatif. Coïncidence du calendrier, mercredi, quelques heures après l'annonce par Donald Trump d'un cessez-le-feu avec l'Iran, le gouvernement présentait une loi pour donner plus de moyens à l'armée française. Les détails avec Clément Perrault. Une rallonge substantielle pour le budget des armées. Mercredi, en Conseil des ministres, le gouvernement a présenté une actualisation de la loi de programmation militaire qui sanctuarise le budget des armées jusqu'en 2030. Concrètement, 36 milliards supplémentaires sont prévus. 6,5 milliards en 2027, 8 milliards en 2028, puis 9 milliards en 2029 et 2030. Dans le détail, le plus gros poste de dépenses concerne les munitions avec 8,5 milliards d'euros. Les drones de tout type feront aussi l'objet d'un effort de 2 milliards. Le spatial de défense obtiendra une rallonge de 3,9 milliards. Auditionnée mercredi par les députés de la Commission Défense, la ministre des Armées justifie ce nouvel effort par la multiplication des menaces. Nous avons l'ardente obligation d'accélérer. La France doit se préparer à affronter avec ses alliés des crises d'une part simultanées, d'autre part durables, de haute intensité, y compris en Europe, tout en gérant sur son propre territoire des actions hybrides de grande ampleur. Auditionné le lendemain, le chef d'état-major des armées a lui identifié la menace principale, la Russie. La permanence d'une menace russe sur notre continent avec une guerre ouverte qui reste ma préoccupation première en termes de préparation des armées. C'est sur notre continent. Cette actualisation de la loi de programmation militaire doit être examinée en séance publique à l'Assemblée le 4 mai. Olivier Cadic, est-ce que vous êtes satisfait par cette nouvelle hausse budgétaire pour nos armées et aussi par l'orientation stratégique, à savoir des moyens supplémentaires qui vont servir à acheter des munitions, des drones, mais pas forcément à augmenter la capacité des armées françaises? Oui, en fait, on va s'orienter vers à peu près 2,5% du PIB vers la défense. Dans les années 80, on était à peu près au double. Et on était avec cette dimension de guerre froide. Aujourd'hui, on se rapproche à nouveau de plus en plus de cette situation. Et simplement, si on veut éviter la guerre, il faut la préparer. C'est tout le travail dans lequel nous sommes collectivement engagés. C'est vrai que si vous voulez, il y a toujours deux façons de regarder le verre, à moitié vide, à moitié plein. C'est vrai que je me satisfais de cet effort. Est-ce qu'il est suffisant? Eh bien, je vais vous dire, malheureusement, si on regarde ce qui vient d'être annoncé par Anthropic, avec Mythos, avec un modèle d'IA qui permet on parle du secteur cyber. Voilà, des cyberattaques à très grand volume. C'est le nucléaire du cyber qui apparaît aujourd'hui. On voit que la marche encore va être très haute à monter. Donc on voit qu'on est enclenché dans une escalade. Et si on ne rentre pas sur ce chemin-là, alors, effectivement, nous serons démunis. Et à ce moment-là, je vais vous dire en tant que Français de l'étranger, ceux qui vivent et qui savent ce que c'est que d'entendre les missiles tomber, que ce soit en Iran, que ce soit au Liban, que ce soit en Israël, eh bien, l'art de vivre n'est plus le même. Donc on a d'autres priorités à ce moment-là qui apparaissent. Et tout le travail qui doit nous engager collectivement, c'est d'éviter à ce que notre pays
se retrouve dans cette situation. Éric Coquerel, les Insoumis avaient voté contre la loi de programmation militaire 2024-2030. Est-ce que là, avec la multiplication des menaces dans le monde, vous pourriez voter aussi contre son actualisation ? Il y a deux questions. La question, c'est de savoir à quoi ça sert. Bon. Nous, que la France ait les moyens de sa défense et de son indépendance, nous sommes totalement pour. Et par exemple, nous pointons qu'aujourd'hui, nous sommes plus inquiets de ce qui se passe, puisque c'est la prochaine dimension en termes de défense au niveau de l'espace. Où, il y a un volet spatial dans l'actualisation. On est en train de partager avec les Allemands et je suis très dubitatif là-dessus. Bon. Donc, la question n'est pas tant la masse qu'on met dessus, mais à quoi ça sert. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec le général Mandon, si je ne me trompe pas de son nom, qui annonce une fois de plus que la menace principale pour la France, c'est la Russie. Pourquoi ? Parce qu'à partir de là, ça induit certaines choses. Au moment où Donald Trump ne cesse de dire que nous ne sommes plus des alliés, déclenche une guerre illégale et où un pays ami comme le nôtre, qui est le Liban, se fait bombarder, je doute que nous ayons sur Terre un seul adversaire qui menacerait les frontières françaises. Donc par exemple, cette question-là, elle devrait être posée. On n'a pas eu ce débat stratégique de pourquoi on se réarme, à quoi ça sert, dans quel objectif, etc. Ça, c'est une première question. La deuxième question, après, c'est là où on met l'argent, justement. Bon. Là, encore une fois, c'est pas, nous, on ne pose pas la question en disant c'est trop ou pas assez, etc. Mais où on la met ? Je vous ai posé la question spatiale. Je pense que là-dessus, on est dans une situation qui n'est pas bonne par rapport à ce qui va se passer. On met pas assez d'argent. C'est un deuxième débat. Et puis, troisième débat, c'est qu'il est hors de question qu'il y ait une loi de programmation militaire qui prenne sur toutes les autres dépenses, par exemple, une tout aussi urgente, qui est celle de la transition écologique, puisque si on ne fait rien, et là actuellement depuis 2 ans, la situation se dégrade, les CO2, les gaz à effet de serre vont augmenter, et donc on va se retrouver avec des millions de personnes sur la planète qui vont avoir de plus en plus de difficultés pour vivre. Donc ça, c'est une autre base où on va trouver l'argent. Donc vous voterez contre ? Est-ce que je vous ai dit ça ? Non, je vous repose la question. Je vous donne les critères sur lesquels nous allons juger. Et de ce point de vue-là, notamment, on a auditionné le HCFP au commissariat. Le Conseil des finances publiques. Nous sommes très inquiets pour l'instant de la manière dont on compte financer cette loi de programmation militaire qui est en augmentation par rapport à ce qui était prévu. Olivier Cadic, une réaction à ce que disait Éric Coquerel sur l'état de la menace. Éric Coquerel qui finalement dit que Donald Trump est aussi dangereux que Vladimir Poutine pour nous, Européens. C'est grave parce que, si vous voulez, je crois que M. Poutine, on voit le résultat des élections à l'avance. Côté États-Unis, on attend tous des midterms, le résultat des midterms pour voir justement quelles seront les marges de manœuvre de Donald Trump à partir de l'année prochaine. Vous voyez, ça fait une grande différence. Les États-Unis d'Amérique, ça n'est pas la Russie. C'est très différent, c'est pas le même modèle. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est effectivement que nous sommes des alliés, que nous sommes engagés avec les États-Unis. On peut ne pas être d'accord, mais allié ne veut pas dire alignement. Et donc, je crois que la politique de la France le démontre au quotidien. Et donc, effectivement, la menace principale, c'est aujourd'hui la Russie. Et une guerre avec la Russie dans 3 ans, c'est probable ? Le fait que, vous savez, j'étais en Estonie. Et donc, on a là-bas des forces qui sont stationnées avec des Britanniques, avec des Américains. On est à quelques kilomètres de la frontière russe. Les menaces, on les touche du doigt quand on est là-bas. On voit ce qu'ils sont en train de préparer. On a des photos satellites. Je n'ai pas l'impression que c'est un camp Disneyland qu'ils sont en train de préparer de l'autre côté, au niveau des baraquements, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, effectivement, on a cette menace que l'on voit. La question, effectivement, quand on parle, c'est de se préparer pour 2030, en sachant que ça peut commencer plus tôt. Donc, il faut être prêt. Parce que, vous voyez, dès lors que les choses démarrent, on se retourne tout de suite vers le politique. Est-ce que vous pensez que les Russes vont venir envahir la France ? Vous savez, c'est une question que je vous pose là. 2 semaines avant que les Russes envahissent l'Ukraine. Non, mais j'ai une question. Non, mais je vous dis 2 semaines avant que les Russes envahissent l'Ukraine, l'OTAN, des personnes de l'OTAN étaient à la Rada. Et les députés ukrainiens leur disaient très exactement ça. Mais vous ne croyez quand même pas que Poutine va envahir l'Ukraine. Alors, le problème pour nous n'est pas de savoir si la Russie peut envahir la France aujourd'hui. Est-ce que la Russie peut envahir l'Estonie ? Est-ce que la Russie peut envahir la Lituanie ? Est-ce que la Russie peut rentrer en Pologne ? Oui, effectivement, tout le monde s'y prépare.
parce qu'on le sait. Est-ce que nous, on doit être, dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de l'Union européenne, prêts à aider les pays partenaires de l'Union européenne? Oui, on doit être prêts. On l'a montré avec Chypre, dès lors que Chypre a été menacé par le Hezbollah et a commencé à tirer vers Chypre. Donc nous devons être prêts. Nous devons être prêts à aider la Roumanie, qui est en ligne directe, parce que quand l'Ukraine a été envahie par la Russie, ce jour-là, l'ambassadeur de Roumanie était au Sénat devant notre groupe d'amitié. Et on avait pratiquement l'impression qu'il sentait la menace, que la Russie pouvait continuer. Et voilà, on doit se préparer à ça, à aider les pays d'Europe de l'Est. Pour conclure rapidement, Éric Coquerel, est-ce qu'on doit se préparer à la guerre? Et se préparer à la guerre, on doit se préparer à la paix, si vous voulez. Et pour se préparer à la paix, il faut effectivement des moyens de défense qui nous assurent notre indépendance. Se préparer à la guerre, en général, c'est la guerre. Merci. Et contre la Russie, sur ce serait une guerre nucléaire. On finira sur ces mots. Attention à ce qu'on dit. Et je suis très étonné du sous-estimation des dangers américains actuellement dans le monde, parce que les guerres illégales, c'est plutôt... Et c'est la fin de ce débat. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Merci à tous de l'avoir suivi. Et à la semaine prochaine. Bonne journée.